Il revient de loin, d'Italie avec l'homme aux pattes, 89 de Grèce avec le passeur de Lesbos, 84 d'Afrique avec le vieux blanc d'Abidjan dans sa prison de Yopungo, 2016. Bonjour Michel Field. Bonjour. Et vous voilà de retour à Paris, écrire sur ici. Est-ce que c'est pas au fond plus difficile que d'écrire sur ailleurs ou de décrire l'ailleurs ? Peut-être, parce que la proximité est plus complexe à saisir et sans doute plus délicate. Et en même temps, c'est toujours un peu de soi, des fragments de soi qu'on raconte dans les livres, qu'ils soient ouvertement autobiographiques ou pas. Un de mes premiers livres de fiction était Impasse de la nuit. C'était sur la nuit parisienne. Et il y avait déjà ce thème du centre, le Paris grouillant de prostituées du quartier Saint-Denis, et le Paris de la périphérie, les bois de Boulogne, etc. Et c'est finalement je reviens dans mes pas avec ce livre, mais j'élargis un peu le spectre. J'ai été toujours marqué, c'était d'ailleurs l'exergue que j'avais donné à Impasse de la nuit, par une phrase de Mallarmé qui disait « Rien n'aura eu lieu que le lieu ». Et cette idée que, en effet, notre mémoire est moins temporelle que spatiale et que c'est dans les lieux que, finalement, on arrive à percevoir le passé, ce qu'on est devenu. Et j'ai trouvé que l'identité qui est tellement en question aujourd'hui, avec ces crispations identitaires des communautés, la ville offrait finalement une parabole formidable. Parce que qu'est-ce qui fait que Paris sera toujours Paris, si on veut reprendre la formule, alors qu'elle ne cesse d'évoluer, de changer, pour les uns de se trahir, pour les autres d'innover. En gros, la ville t'offre le miroir de ta propre existence et de tes propres interrogations sur les choix que tu as faits, sur les carrefours que tu as pris dans ta vie. Et ça m'amusait de jouer ce dialogue implicite entre une ville et une vie. Et vous l'acceptez aussi, ce changement de Paris et le vôtre. C'est pas un livre ronchonnant, c'est un livre gourmand où vous montrez aussi que Paris a vieilli, Paris a changé, Paris a muté. Vous en attendez, vous, peut-être autre chose, et elle vous donne sûrement autre chose aussi aujourd'hui, cette ville, par rapport à avant. Vous ne faites pas partie de ceux qui disent « c'était mieux avant ». Ça, j'ai toujours détesté le « c'était le mieux avant ». Alors, on peut, évidemment, c'était mieux avant parce qu'on était plus jeunes, c'était mieux avant parce que notre mémoire a sélectionné les choses qui nous plaisent. Mais cette posture d'être crispé contre ce qui advient, moi, je ne veux pas laisser la nostalgie aux vieux grincheux. J'ai envie de prôner une nostalgie positive. Oui, j'ai la nostalgie du Paris de ma jeunesse et encore plus du Paris que je n'ai pas connu parce que voilà, le Paris de Douaneau me bouleverse, le Paris des enfants du paradis me bouleverse. Et en même temps, je pense que la nostalgie ne vaut que par la capacité à la curiosité et à l'enthousiasme sur ce qui advient. Je vois, par exemple, j'ai beaucoup sillonné les rues du nord-est de la capitale, la banlieue, Aubervilliers, le Saint-Denis. Le changement qui s'opère sous nos yeux de ces quartiers-là montre la vivacité, la résilience. C'est un chantier permanent, d'ailleurs, les gens s'en plaignent, Paris. Mais si vous voulez, ce qui est très drôle, c'est de voir les permanences. C'est-à-dire que je peux vous sortir des textes du Moyen-Âge qui protestent contre la saleté épouvantable de Paris. Donc, rien de nouveau sous le soleil. Et en même temps, toujours quelque chose de nouveau. C'est ça que j'ai trouvé passionnant. Oui, ça c'est intéressant, comme avec Éric Hazan, que l'on reçoit dans la deuxième partie de l'émission, qui termine comme vous son livre sur Paris, sur les bruits de Paris. Il cite les artisans de son enfance qui criaient leur nom de métier. Il cite Baudelaire et le spleen de Paris, avec l'histoire du vitrier que le narrateur fait monter jusqu'au 6e, avec son fardeau, avec toutes ses vitres pour l'engueuler. Comment ça, vous n'avez pas de verre de couleur, de verre rose, rouge, bleu, des vitres magiques, des vitres du paradis? Impudent que vous êtes, vous osez vous promener dans des quartiers pauvres et vous n'avez même pas de vitres qui fassent voir la vie en beau. Vous avez choisi de la voir en beau, cette vie. Vous avez chaussé des lunettes de couleur, hein ? Oui, enfin, pas que, parce qu'il est aussi question des lieux de rupture sentimentale, il est aussi question des déceptions que la ville elle-même peut produire, exactement comme on peut être déçu d'un ami ou d'un amour, mais c'est une forme de rapport passionnel. Bon, vous citez Éric Hazan, je le cite dans mon livre, parmi ceux à qui je dois mon amour de Paris. J'ai une admiration éperdue pour cet auteur, et c'est un de ceux qui m'ont vraiment habitué à réfléchir sur Paris, et pas seulement à me laisser aller à mes sensations. Ce que je trouve passionnant dans la ville, c'est qu'elle accueille
perpétuellement son autre. C'est vrai des communautés provinciales et qui ont établi leur quartier, les Bretons près de Montparnasse, les Bougnats un peu partout, ils sont devenus les rois des brasseries et des restaurants. Donc il y a toujours cette communauté qui demeure et en même temps, Paris les agglomère, toutes ces communautés. Et c'est le même rapport avec la banlieue, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu la suspicion des classes dangereuses, des méchants, des jeunes, des hordes, des voyous. La ville passe son temps à vouloir les mettre à l'écart dans sa banlieue et en même temps, regardez au cœur de Paris le Forum des Halles, tous les week-ends, les escalators déversent toute la jeunesse des banlieues qui vient se réapproprier, évidemment pour un consumérisme un peu navrant, peut-être, les baskets, les fringues, les faux sacs, etc. Et je trouve que cette tension entre le dedans et le dehors, c'est quand même quelque chose qui fait beaucoup réfléchir et qui a une dimension, j'allais dire, plus politique que biographique. Pourquoi est-ce qu'on écrit? Modiano, qui n'a cessé d'écrire Paris, dit, et vous le citez à plusieurs reprises, on écrit peut-être pour établir un équilibre, pour retenir des détails de votre vie dans cette fuite perpétuelle du temps, tout simplement pour mettre de l'ordre dans un chaos. On écrit aussi, dit-il souvent, pour dire ce qu'on a sur le cœur. Vous aviez quelque chose sur le cœur à dire aujourd'hui, à dire avec ce livre-là? Je pense qu'arrivé à un certain âge, on se met dans une posture un peu testamentaire, peut-être d'envie de transmettre à ses proches, à ses enfants, aux lecteurs qui vous ont suivi depuis maintenant 3 décennies, quelque chose de peut-être plus intime. C'est sans doute de tous les livres que j'ai écrits, celui où je suis allé le plus loin dans l'intimité. Encore que je ne pense pas du tout que ce soit un livre narcissique, parce que mon but, s'il est réussi, c'est que en distillant comme ça des expériences sensorielles, des souvenirs, de ruptures, de rencontres, je voudrais que le lecteur mette les siens à la place des miens, exactement comme on dit mettre ses pas dans les siens. Et le livre, pour moi, la lecture du livre serait réussie si le lecteur s'affranchit de ma propre biographie pour mettre la sienne à la place. Et je pense que Paris offre ça à tout le monde. Tout le monde a vécu un moment une rupture quelque part. Tout le monde a vécu un moment un choix de vie professionnel ou qui a déterminé le reste de son existence. Et curieusement, c'est le lieu où ça s'est passé qui demeure dans la mémoire, presque plus que les discussions qui ont eu lieu ou la transcription même de pensée. Le lieu est notre mémoire. Ça, j'en suis convaincu, pour paraphraser Pierre Nora. Alors, c'est les premières amours, ce sont les ruptures aussi, et puis c'est cette échéance qui se rapproche inexorablement. L'inexorable métronome du temps se rappelant plus souvent à mon souvenir avec son tic-tac infernal. Écrivez-vous quand j'y pense. Et comment ne pas y penser davantage en vieillissant, voyant autour de moi tant d'êtres chers me faire faux bond. Mon petit panthéon de figures tutélaires ayant accompagné mon enfance, mes années de formation, ma vie d'adulte, artiste, penseur, acteur, chanteur, se dépeuplaient inéluctablement. Celles et ceux qui m'ont vu naître tirer leur révérence, tout se brouille, s'embrouille, me barbouille, j'ai la trouille. Voilà, là, je l'ai vu encore dans l'après-midi. On était sur le toit du Centre Pompidou pour un tournage en pleine vue de Notre-Dame. Et puis plus tard, on est avancé au Trocadéro. Et tout d'un coup, il y avait cette grande colonne de fumée. Et c'est là que les gens qui passaient ont dit, il y a Notre-Dame en feu. Et bon, je crois qu'on se rend compte seulement que quelque chose est tellement précieux quand c'est en danger. Et Notre-Dame, moi j'ai tellement pris, comme tout le monde, a tellement pris comme garantie, c'est là, évidemment. Ça m'a accompagné toute ma vie depuis que j'étais comme gosse pour la première fois à Paris. Je suis toujours allé à Notre-Dame, c'était un lieu de référence pour moi. J'ai fait mes études à côté, dans le quartier latin. J'ai passé tant d'heures là, à l'intérieur parce que c'est aussi un lieu incroyable de paix. Et bon, on se rend compte seulement comment on apprécie ça si tout d'un coup on se rend compte que c'est fragile. C'était le contraire, la fragilité. La Notre-Dame, c'était la chose la plus forte à Paris. Et voilà, j'avais les larmes aux yeux comme plein de gens autour de moi.
Voilà, réflexion autour de la fragilité à partir de cet instant, l'incendie de Notre-Dame de Paris, sur lequel vous ouvrez votre livre-récit, Michel Field. C'était dans la nuit du 15 au 16 février 2019, et c'est le cinéaste Wim Wenders qui nous en parlait. Qu'est-ce que vous avez réalisé ce jour-là ? Il a tellement les mots justes pour dire... J'écris dans le livre, c'est comme cette croyance enfant que les parents sont immortels. Et on comprend pas, on n'admet pas, on supporte pas l'idée qu'ils vont mourir. Et je crois que dans l'émotion qu'il y a eu des Parisiens et puis du monde entier autour de Notre-Dame, il y avait ça, il y avait ce symbole de la solidité, comme le dit Wim Wenders, de la pérennité, ce truc qui ne pouvait pas bouger. Un moment, et je trouve que c'est extraordinaire la force symbolique de l'incendie de Notre-Dame, parce que c'est à l'intersection du passé et du présent. Le passé parce que ça renoue avec les énormes grands incendies qui ont ponctué toute la vie de la capitale depuis toujours, et évidemment le bazar de la Charité et tant d'autres. Donc il y a à la fois un ancrage dans l'histoire, et puis cette sorte de suspense horrible pour savoir si les deux tours allaient tenir, nous rappelait évidemment les deux tours jumelles de New York et de l'attentat du 11 septembre. Donc il y avait quelque chose dans cette fragilisation de Notre-Dame qui faisait signe à la fois vers le passé le plus ancestral et vers notre modernité la plus douloureuse. Et puis après, ce qui m'a passionné, c'est les débats autour de la reconstitution de la Flèche, parce que je vous disais, mon livre est aussi un livre sur la question de l'identité. Ah oui, il faut l'opinion publique, il faut reconstruire la Flèche à l'identique, tout le monde ou la plupart, étant persuadé qu'à l'identique, ça voulait dire retrouver une flèche gothique. Ah oui, mais le problème de l'identité de Notre-Dame, c'est que cette flèche, elle date du 19e siècle et c'est Viollet-le-Duc. Où est l'identité ? Est-ce que c'est un noyau originel qu'il faut absolument préserver de toute influence extérieure ? Est-ce que c'est une identité ouverte qui petit à petit, accepte et assimile des gestes architecturaux contemporains? Si on voulait vraiment être fidèle à l'esprit de Notre-Dame, il aurait fallu évidemment ouvrir un concours pour une flèche totalement contemporaine qui serait devenue la flèche classique des générations de dans un siècle. Et alors vous ? Écrivain bâtisseur, maire de Paris, au ministre de la Culture, vous arbitrez dans quel sens ? Moi, j'aurais arbitré dans ce dernier sens, parce que de toute façon, ce que je trouve, je comprends d'ailleurs tellement l'obstination de Mitterrand à marquer dans la pierre. Comment voulez-vous, quand on a le pouvoir, qu'on n'ait pas envie, à un moment donné, de laisser une trace ? Je m'amuse d'ailleurs sur Mitterrand, parce que les trois grands chantiers évidemment, la pyramide de Paye au cœur de Paris, l'Arche de la Défense à l'ouest et Bercy à l'est, qu'il a plutôt autorisé à la stupéfaction générale quand on voit le bâtiment. Et c'est très drôle parce que je dis, il y a quand même quelque chose du fantasme de Charles Quint ou d'Alexandre du soleil qui ne se couche jamais sur l'Empire, puisque en gros, entre Bercy, la pyramide et la Tour de la Défense, c'est tout le trajet du soleil que le monarque Phénix a décidé finalement de s'accaparer sur Paris. Et ça m'étonne toujours, les présidents non bâtisseurs, ceux qui ne profitent pas finalement de cette fonction pour être... Et puis ce qui est passionnant historiquement, c'est que tout geste architectural a toujours provoqué une guerre civile, verbale et intellectuelle. On a quand même la douloureuse obligation de dire que Claude Lévi-Strauss a signé une tribune dans le Figaro, mais odieuse, contre la pyramide de Paye et les travaux de rénovation du Grand Louvre, que Émile Zola, Alexandre Dumas, fils, Maupassant signe une tribune contre la profanation de Paris par l'érection de la Tour Eiffel. Donc ça, c'est passionnant pour l'histoire des idées, de voir que les esprits les plus éclairés s'aveuglent dès lors qu'il s'agit à un moment donné juste de faire vivre une ville et de continuer à l'alimenter de la modernité qui lui est absolument nécessaire. Comme le sont aussi à vos yeux les débats sur ces statuts à déboulonner ou pas, des moins méritants. Comme le sont aussi ces débats à vos yeux aujourd'hui d'un Napoléon, d'un bicentenaire de sa mort à commémorer ou pas, et notamment par la ville de Paris où il a lui aussi laissé sa trace, quand même. Bon, je vais dire des banalités, mais encore une fois, commémorer, ça n'est pas célébrer. Et cette façon, enfin tout ce qu'on appelle la cancel culture, c'est-à-dire vraiment de
de vouloir relire avec des enjeux du moment, des figures historiques, l'histoire en général. C'est monstrueux. Intellectuellement, c'est insupportable. On l'a connu. On l'a connu quand toute une partie de l'intelligentsia, et tout jeune j'en étais, ne se privait pas d'avoir un rapport de révisionnisme à l'histoire pour des raisons idéologiques. Ça a été le maoïsme, ça a été certains pans du marxisme et tout. On est sorti de là et j'ai l'impression qu'il y a des tentations d'y revenir. Et aucun combat, aussi juste soit-il, ne sort grandi de ça. Parce que ce qui est intéressant, c'est précisément c'est la contradiction qui est intéressante. C'est de penser qu'un même homme, qu'un même mouvement peut être porteur d'un vrai progrès, d'être le dépositaire de la Révolution française, pour parler de Bonaparte et de Napoléon, et en même temps, pour des raisons qui méritent, elles, d'être analysées de façon critique, en effet, rétablir, par exemple, l'esclavage, ce qu'il a fait. Cette tentation, je l'ai connue, dites-vous. Qui est Michel Field ? Alors, au regard de Paris, fils de prolo, dans un quartier de riches, père ouvrier à la chaîne, enfance dans le 16e, avant d'être littéraire, votre Paris à vous, il était quand même militant, Michel Field. Vous êtes un ancien de la LCR. Quels étaient vos repères parisiens, du coup ? Quelles étaient les bonnes adresses pour un militant de la Ligue communiste révolutionnaire ? Je pense que le fait d'avoir été 2-3 ans au service d'ordre de la Ligue, à une époque où on faisait quand même, 3-4 manifs par semaine, la plupart de ces manifs, elles étaient dealées avec la préfecture de police. Donc moi, j'ai aussi appris Paris grâce à la préfecture de police, penché sur les cartes d'état-major où on décidait des défilés des lycéens ou des mouvements de protestation. Et puis après, avec le service d'ordre, on allait voir dans une sorte de mythologie un peu... Mais ça m'a aidé. Les immeubles à double entrée, des parcours Bastille-République, pour savoir si ça tournait mal, comment échapper aux charges des policiers et tout. Je pense qu'à un moment, j'ai dû être un des spécialistes mondiaux du parcours Bastille-République et République-Nation dans toutes les ressources que la ville offrait. C'est évidemment plus ce rapport que j'ai depuis bien des décennies à Paris. Vous n'avez plus les clés de toutes les portes. Mais non, il y a des digicodes maintenant, oui, en plus. C'est dommage. Mais, Paris, mais, Paris. Paris, Paris. Et je te prends Paris dans mes bras pleins de zèle. Sur ma poitrine, je presse tes pierreries. Je dépose l'aurore sur tes tuileries, comme rose sur le lit d'une demoiselle. Je survole à midi tes 6 millions de types. Ta vie à ras-le-bol me filera des tripes. J'avale tes quartiers aux couleurs de pigeon. Intelligence blanche et grise religion. Mais, Paris, mais, Paris. Je repère en passant Hugo dans la Sorbonne et l'odeur d'eau de vie de la vieille bonbonne. Aux lisières du soir, mi-manne, mi-mendiant, je plonge vers un pont où penche un étudiant. Il est où dans Paris, votre mois de mai, à vous, Michel Field ? Il est vraiment concentré dans cette chanson de Nougaro. C'est très drôle pour ceux qui sont attachés aux souvenirs de mai 68, de voir à quel point ça n'a pas accouché de beaucoup de chansons, ce qui n'est pas du tout dans la tradition des grands mouvements français, puisqu'il y a plein de chansons liées au Front populaire, énormément sur la Commune de Paris, qu'on commémore ces temps-ci. Et Paris-Mai est une des seules traces dans la chanson. Et j'adore, je le cite d'ailleurs, Nougaro, qui par ailleurs a été pendant quelques années un ami intime. Et à un moment, il dit, pour signifier la fin du mouvement, chacun est rentré chez son automobile. Et cette trouvaille-là, je la trouve absolument formidable, parce que j'interroge aussi aujourd'hui
ce que la rue devient avec le numérique, avec les iPhones collés aux oreilles, avec les casques, avec le fait que finalement on est comme des atomes totalement isolés les uns des autres et que cette socialité un peu silencieuse de croisement de regards, de sourires, et je dis finalement, Nougaro avait raison, mais aujourd'hui c'est chacun est rentré chez son mobile et pas chez son automobile. Oui, en même temps chacun s'est connecté aussi et vous racontez ce pari de la connexion, des réseaux, que ce soit le métro, le bus, le tramway aussi. Paris fait ses lignes, écrivez-vous, elles se tissent en réseau. Si vous rembobinez le fil de votre vie à vous, de votre biographie, géographie, vous y trouvez-vous une cohérence? Il y a des connexions à tout? Il doit y en avoir, mais je pense que ma vie, elle ressemble à ce que j'adorais faire quand j'ai découvert Venise, les premières, et quand je dis les premières, il m'en a fallu 10 ou 15 avant de me passer d'un plan, c'est de me perdre dans la ville, et avec 2-3 repères, et puis aller à l'aventure. Je crois que j'ai mené ma vie un peu comme ça. J'ai pas eu vraiment de plan de carrière, j'ai dit oui à des aventures. C'est une des interrogations du livre, c'est le jeu d'enfant devant un carrefour. Qu'est-ce qui se serait passé si j'avais tourné à droite plutôt qu'à gauche? C'est ce que les amoureux ne cessent de se roucouler quand ils repensent à leur rencontre en disant mais à un quart d'heure près, on ne se serait pas croisés. Je crois qu'une vie, ça peut être ça peut être une sorte de travail sans arrêt remis sur le métier, sans qu'on sache vraiment la direction. Et peut-être que ce livre me permet aussi, ou Paris me permet de retrouver quelques repères. Est-ce que tout ça a une grande cohérence? Je ne suis pas vraiment sûr, mais est-ce que c'est si important que ça, d'avoir une cohérence? Pas forcément. Pas forcément. Il y a le Paris noir, le Paris des atrocités, comme vous l'écrivez, celui des attentats, du Bataclan, le Paris marqué dans sa chair, d'une autre manière encore qu'avec cet incendie évoqué de Notre-Dame. Et puis, il y a le Paris gourmand. Alors, vous accordez et vous consacrez de longues pages à ce ventre de Paris qui fait aussi partie de votre attachement à la ville. On peut y dire un mot parce que vous avez quand même perçu ce qu'était cette ville quand elle avait son ventre, quand elle avait les halles qui étaient le ventre nourricier de la capitale. Ce Paris gourmand, qu'est-ce qu'il évoque pour vous? Moi, quand j'ai habité plus d'une dizaine d'années aux Halles, j'ai été vraiment tellement heureux d'être à l'épicentre de ça. Il y avait encore toute la nostalgie des Halles. Moi, je les ai à peine connues, les Halles. J'ai peut-être 1 ou 2 souvenirs d'enfants, de l'agitation, mais dès l'adolescence, les Halles avaient disparu. Mais elles ont vécu longtemps dans la mémoire des habitants du 1er arrondissement. Et je parle à un moment du couple qui tenait un bistrot légendaire qui s'appelait chez Clovis, ouais. Françoise et Claude Cornu, que je salue au passage, et qui m'ont donné des tas de films VHS faits de leur chambre sur tous les chantiers de démolition des Halles. Et j'avais produit un documentaire avec ces films de famille qui étaient un témoignage absolument extraordinaire de ce qui se passait, c'est-à-dire de cette énorme brèche au cœur de Paris. Et c'est vrai que c'était amusant, même il y a encore 15 ou 20 ans, d'habiter les Halles où une boucherie avait comme horaire 3h du matin et fermée à midi. C'est-à-dire que quand on sortait de boîte, on pouvait aller acheter son gigot pour le dîner du soir avant de rentrer se coucher. Ce décalage-là, moi, m'a toujours fasciné. Et puis, c'est vrai que les Halles, il y a d'autres quartiers, mais c'est sans doute le plus grand moteur de la mythologie parisienne, de ces photos en noir et blanc. Je parle des forts des Halles avec leur hiérarchie, etc. Et quelque chose en demeure dans ce centre de Paris qui est toujours, je le disais tout à l'heure, celui qui est peut-être le thermomètre le plus sensible de la vitalité parisienne. Pour un amoureux de Paris, habiter les Halles, c'est comme atteindre le Graal, écrivez-vous Michel Field. Et vous aimez bien les rimes aussi, précisons-le. Aucune ville n'est liée aussi intimement au livre que Paris, car depuis des siècles, le lierre des feuilles savantes s'est attaché sur les quais de la Seine. Paris est la grande salle de lecture d'une bibliothèque qui traverse la Seine. Ça, c'est Walter Benjamin qui l'écrit. Et vous le citez en exergue de votre livre. Paris, le philosophe allemand, s'y était installé en 1933. Vous êtes, je le disais, le directeur du pôle culturel, du pôle culture de France Télévisions. Il y
il nous reste le temps d'une question à ce sujet. Avant le confinement, les cinémas, les salles de spectacle, les théâtres, les concerts, pendant le confinement, se sont vidés. Et la télé publique culturelle a retrouvé des couleurs. Elle a refait le plein de culture. Quelles leçons allez-vous garder, tirer de ce confinement, de cette crise sanitaire sur la place de la culture à la télévision ? C'est vrai que ça a été un moment très paradoxal où la culture ne pouvait plus se dire, se vivre. Et en même temps, on en a rarement autant vu à la télévision, que ce soit par notre volonté de mettre du théâtre en première partie de soirée ou de l'opéra, sont évidemment de Culture Box, à laquelle d'ailleurs Radio France participe, puisqu'on prend notamment les masterclass de France Culture, sont exposés sur Culture Box, qui va continuer sa vie au moins jusqu'à la fin de l'été. C'était un palliatif, c'était, je pense, un signe très fort de soutien au milieu culturel, artistique. C'est aussi ce qu'on a découvert, et peut-être quelques patrons d'audiovisuel ont découvert aussi, que les gens étaient très demandeurs de culture. Alors, que ça ne doit pas rester un palliatif, c'est ça que vous avez découvert? Peut-être pas dans les proportions d'audience auxquelles ils rêvent, donc il faut adapter les programmes à chaque fois à nos contraintes respectives. Mais ce qu'on a vu, c'est que les gens se sont précipités sur les captations de théâtre ou d'opéra dans les premières semaines du confinement, tellement ils en étaient privés. Après, pour nous, c'est un enjeu formidable. D'abord, c'est de continuer autrement, mais de continuer cette affirmation-là. Et puis, c'est aussi d'aller, et ça, on en a profité pendant le confinement, au renouvellement des formes. Avec Jacques Weber, avec Arnaud Desplechin, avec Christophe Honoré, j'ai lancé des ateliers théâtre où j'ai proposé à ces artistes, je leur ai donné un peu les clés pour qu'ils nous fassent des films de théâtre qui renouvellent un peu la captation, parce que peut-être que la captation classique dans une salle et tout, c'est une forme qui peut paraître pour certains téléspectateurs un peu désuète. On va voir les résultats. Moi, je les ai vus déjà et ils sont enthousiasmants. Et voilà, ce sera peut-être le curieux paradoxe, un de plus de cette période, que d'avoir été une occasion de créativité au moment où le milieu souffrait tellement et où on a juste été là pour essayer de l'aider au mieux. Avec un dernier enjeu, ne pas faire de la culture parisienne. Vous, l'amoureux de Paris, Michel Field, à la télé. Merci beaucoup d'être passé autour de cette grande table. Longue vie à la culture et longue vie à la culture à la télévision aussi. Paris et moi, votre livre vient de paraître chez Mialet Barreau. Très belle journée à vous. France Culture. L'esprit d'ouverture. Je vous donne rendez-vous ce soir à 19h en compagnie de Will Self. Sur France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte. Ancien journaliste et toxicomane, Will Self écrit depuis plus de 20 ans des livres qui nous ouvrent à des mondes pleins de phobies et d'hallucinations. Avec son nouveau livre, Will, il revient sur sa jeunesse sous emprise qui l'a conduit à l'écriture. Une bonne occasion de le recevoir. Affaires culturelles, aujourd'hui à 19h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. Menaces sanitaires sur les prochains JO de Tokyo. Annonce de boycott possible de la Coupe du Monde de football au Qatar. Les grandes compétitions sportives internationales sont contestées. Sur France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin. Droits de l'homme, défense de l'environnement, critique contre des dépenses excessives. Les arguments écologiques, économiques et humanitaires sont mobilisés pour mettre en cause le bien fondé des Coupes du Monde et autres JO. Bref, les grandes compétitions sportives sont-elles menacées? C'est la question du temps du débat. Le temps du débat, aujourd'hui à 18h20 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. En retard, pardon Thomas Cluzel, il est midi, 12h même, 31. Le journal, Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.